Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle conférence sur l'innovation au service de la santé, le centre de thérapie brève et innovation décloisonnée. Un vaste sujet et pour en parler, je suis avec Madame Dominique Lebrun, présidente de l'ORSAC, le docteur Bardina, médecin psychiatre et Axel Letombe, directeur adjoint du centre Orsay-Mangini. Bienvenue à vous trois. Alors, on va commencer avec vous, Madame la Présidente. L'association ORSAC a été fondée en 1937 à Hauteville. Que de chemin depuis ce temps-là, que de chemin, avec 3215 professionnels et 84 centres, établissements. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, effectivement, notre association est une association qui a plus de 80 ans aujourd'hui. Elle a été créée en 1937 sur le plateau d'Hauteville avec une histoire assez singulière puisque ce sont des jeunes patients atteints de la tuberculose à cette époque qui ont voulu faire évoluer un peu leur prise en charge, s'ouvrir un peu plus sur l'extérieur et s'intéresser à leur réinsertion professionnelle après la longue maladie qui les avait atteints. Donc nous avons effectivement suivi un long chemin puisqu'aujourd'hui nous avons plus de 80 établissements et nous nous sommes beaucoup développés avec des dates importantes, notamment sur le département de l'Ain, puisqu'en 1970 il y a eu la reprise de ce qui est aujourd'hui le centre psychothérapique de l'Ain. Et puis une date importante en 72 dans l'histoire de notre association, c'est son changement de nom. L'association s'appelait Organisation sanatoriale catholique, puisqu'elle avait été aussi accompagnée dans sa fondation, dans son financement par, on va dire, la grande bourgeoisie catholique et les jeunes catholiques à l'époque. Et bien entendu, au fil du temps, elle a perdu cet attachement catholique et elle s'est appelée Organisation pour la santé et l'accueil, qui est toujours son nom aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit en quelques chiffres, nous sommes présents sur 5 départements dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc beaucoup dans l'Ain, très, très présents dans l'Ain. Nous sommes également présents dans le Rhône, dans l'Isère, également dans la Drôme, et puis plus étonnamment dans les Alpes-Maritimes où nous avons à Grasse un EHPAD et un centre de soins de suite et réadaptation. Nous sommes présents, je l'ai dit, sur tous les champs, du sanitaire au médico-social. C'est ce qui fait un peu notre originalité. Donc à la fois sur la santé mentale, les soins de suite, réadaptation, mais aussi la protection de l'enfance, le champ du handicap, le champ de l'insertion professionnelle, le champ social. Dans l'Ain, nous sommes présents sur pratiquement tous ces champs d'activité. Alors c'est vrai qu'on a fêté les 120 ans de la loi qui a créé les associations, dite loi de 1901. Et il faut dépasser un peu, malgré ce grand âge de notre statut associatif, cette image qui peut-être colle à la peau des associations, d'être un peu vieillotte, pas forcément toujours très performante. Et au contraire, je dirais, notre secteur associatif, il est très pourvoyeur d'innovation. C'est vraiment un secteur qui innove beaucoup, avec beaucoup d'adaptabilité sur les territoires, d'adaptabilité aux besoins, d'évolution de notre offre. Et on peut dire aujourd'hui que c'est un secteur qui est toujours en pleine évolution. On l'a montré pendant la crise sanitaire et on continue aujourd'hui. C'est ce qui vous sera présenté dans un moment. Alors justement, Madame Lebrun, concernant l'attractivité des métiers dans ce secteur. Alors l'attractivité des métiers, je dirais que nous traversons une grave crise de recrutement. Alors évidemment, nous ne sommes pas les seuls secteurs économiques, malheureusement, mais c'est une grande préoccupation que nous avons aujourd'hui. Nous n'arrivons plus à recruter. Les métiers du soin et de l'accompagnement attirent moins les jeunes professionnels. Et nous sommes vraiment mobilisés aujourd'hui pour que les pouvoirs publics puissent prendre conscience de la gravité de la situation et mettre en place vraiment un plan très important, conséquent, d'intervention pour faciliter
demain l'attractivité de nos métiers. Nous ferons d'ailleurs une journée de mobilisation le 6 octobre, toutes les fédérations de notre secteur. Bien sûr, on peut aller sur votre stand pour en savoir Bien encore sûr, plus bien sur le sûr. sujet. J'en viens au docteur Bardina. Bonjour. Donc vous êtes médecin. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre au CPA. Le centre de thérapie Brève a ouvert en septembre 2020. À qui cela s'adresse et pourquoi c'est innovant? Donc, le centre de thérapie Brève, ça a ouvert il y a tout juste un an, en septembre 2020. Du coup, on a déjà un certain recul. Et ça permet aux patients, dans le cadre du service public, d'accéder à une offre de soins innovante qui suit notamment les dernières recommandations cliniques en matière de psychothérapie et de prise en charge de type psychothérapique, voilà, dans le domaine de la psychiatrie, de cette prise en charge médicale. Elle repose sur cette offre de soins, différents aspects, différents secteurs du patient, de la personne. Alors, on a les aspects émotionnels, les aspects cognitifs, comportementaux, mais également relationnels, puisque dans le cadre de l'ensemble des pratiques, on a également des thérapies de groupe qui sont très spécifiques et que j'évoquerai brièvement plus avant. Le diaporama qui est préparé, donc elle reflète de ce que je vous dis. Du coup, vous pourrez suivre exactement toutes ces étapes. À qui s'adresse le centre de thérapie Brève? Donc, on parle des indications. Donc là, on s'adresse à l'ensemble des patients qui présentent une crise aiguë, d'une décompensation psychiatrique aiguë, et ou qui se trouvent également dans une situation de handicap fonctionnel. Handicap fonctionnel qui peut concerner différents aspects, différents secteurs de leur vie, ou parfois l'ensemble de ces secteurs. On parle de secteurs professionnels, des secteurs affectifs, familiaux, cognitifs y compris. Un peu nous tous, quoi, finalement. Un peu nous tous, oui, à certains moments de notre vie, si on ne s'installe pas dans la chronicité ou dans la chronicisation. Donc on s'adresse, nous, plus spécifiquement, à tous les troubles qui appartiennent au champ de la dépression et au champ anxieux, mais également, et ça c'est pas mentionné sur la diapositive, à certains aspects de ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, qui sont très souvent sous-évalués et qui ne font pas habituellement l'objet de traitements spécifiques. Donc les troubles de la personnalité, c'est très important parce qu'eux-mêmes sont à la source de manifestations dépressives, de manifestations anxieuses, etc. Par manifestation, par troubles dépressifs, donc c'est des épisodes dépressifs sévères, légers ou modérés, mais également les dépressions du spectre bipolaire. Et puis par les troubles du spectre anxieux, j'entends les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies spécifiques, les troubles anxieux généralisés, les états de stress post-traumatique également. Et on peut prendre également en charge tout ce qui est appelé, selon les nosographies actuelles, dans les classifications internationales, la classification CIM-10, la DSM-5, ce qu'on appelle les troubles de l'adaptation. Et le descriptif typique d'un trouble de l'adaptation, c'est ce qu'on appelle le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel. Donc voilà un petit peu l'ensemble de nos indications. Il y a des pathologies, par contre, un champ que l'on ne prend pas, prend pas en charge, c'est le champ de la psychose. Tout ce qui est pathologie productive, délirante, avec des hallucinations, etc. Ça, on ne le prend pas en charge. Il y a des dispositifs plus spécifiques pour ce faire parce qu'il y a des méthodes et des techniques très spécifiques. Donc, le champ de la psychose n'est pas pris en charge sur le centre de thérapie Brève. Qui peut orienter un patient vers le CTB? Le CTB, c'est l'abréviation du centre de thérapie Brève. Eh bien, tous les praticiens libéraux, médecins ou psychologues qui sont installés en ville, dans le maillage départemental qu'on est en train de tisser peu à peu et plutôt bien, mais également au niveau du CPA, toutes les structures ambulatoires extra-hospitalières et plus particulièrement les centres médico-psychologiques, mais également on s'adresse aux patients qui sont déjà hospitalisés, puisque les actions du centre de thérapie Brève permettent de mener une prévention dite secondaire et tertiaire, c'est-à-dire en amont, mais aussi en aval de l'hospitalisation. Ça, c'est pas noté, mais du coup, je vous le décris. Ce qui permet du coup d'avoir une action sur les éventuelles rechutes, les récidives, parce qu'un des objectifs premiers de ce CTB, c'est d'éviter toute hospitalisation à temps plein et de permettre une prise en charge ambulatoire pour des patients qui continueront de vivre leur vie dans leur milieu, tout en bénéficiant de soins intensifs et intégratifs.
Voilà. On veut éviter le tout hôpital temps plein, le lit physique à l'hôpital. C'est vraiment un des objectifs primordiaux du CTB. Et pour ce faire, vous imaginez bien qu'il faut des prises en charge intensives et qui agissent sur les différentes dimensions de l'individu, comme on l'a dit tout à l'heure, relationnelles, comportementales, émotionnelles, etc. Donc voilà qui peut réaliser les orientations. Donc comme je l'ai dit, les objectifs, c'est une alternative à l'hospitalisation temps plein. Le patient venant sur le centre de thérapie brève est pris en charge intensivement et pluri-hebdomadairement, généralement en moyenne 4 demi-journées par semaine, en moyenne, mais ça peut être plus. Alors, c'est où exactement? C'est une unité qui est intra-hospitalière, elle est ambulatoire mais intra-hospitalière, elle est au cœur de l'hôpital, au cœur du CPA. Mais il s'agit bien d'un hôpital de jour, ce n'est pas une unité d'hospitalisation temps plein. Parmi les objectifs, donc, on va permettre un suivi ambulatoire qui est très spécifique, très ciblé sur des symptômes qui ont préalablement été diagnostiqués sur ce qui est appelé la consultation d'inclusion. Comment ça fonctionne? Donc, je vais être assez synthétique. On adresse une demande au centre de thérapie brève, le secrétariat donne un rendez-vous, je rencontre le patient dans la consultation d'inclusion qui est longue, 3/4 d'heure, 1 heure, mais qui permet de faire un diagnostic exhaustif à la fois de la pathologie qui est la plus évidente, la dépression, l'anxiété, le TOC, mais également sur les aménagements de personnalité sous-jacents qui parfois et souvent entretiennent les phénomènes anxieux, etc. À l'issue de cette consultation d'inclusion, le diagnostic est fait et un parcours de soins coordonnés se dessine qui va s'illustrer sur ce qu'on appelle le carnet de bord individuel, qui est un carnet de bord physique qui existe, sur lequel est prescrit toutes les psychothérapies individuelles ou groupales auxquelles le patient va être intégré et qui est remis au patient. C'est son contrat de soins. D'ailleurs, il le signe. Et sur ce carnet d'inclusion, sur les 12 semaines, on a un agenda jour par jour où les rendez-vous lui sont déjà donnés préalablement. C'est-à-dire que quand il débute le CTB, il sait déjà quelle sera l'activité qu'il fera 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard. Oui, Voilà. parce que vous dites 12 semaines, c'est le temps c'est le temps imparti en de prise en charge, qui est pas une moyenne, c'est le temps qu'on accorde à la prise en charge. Ces 12 semaines, le patient le sait déjà. Alors évidemment, les choses ne sont pas gravées dans le marbre. Quand on constate certains éléments qui nécessitent un peaufinage, on va dire, on propose 1 semaine, 2 semaines supplémentaires. Mais globalement, on tient à rester sur cette temporalité de 3 mois qui est rendue possible par l'intensivité et la pluridisciplinarité. Un patient qui rencontre dans une même journée 2 psychologues, un médecin, des infirmières en psychoéducation, un sophrologue qui fait de la pleine conscience, qui va faire d'autres activités, on fait en 1 journée, ce qui parfois est rendu possible sur 3-4 semaines. Vous voyez ? Et cela se reproduit plusieurs fois dans la semaine. Donc l'intensivité, elle rend possible cette durée de 3 mois. Alors je ne dis pas qu'en 3 mois, certaines pathologies particulièrement graves peuvent être solutionnées, résolues à 100%, mais déjà chez certains patients qui souffrent depuis des années, une simple résolution, une diminution de l'intensité de 20-30% de leurs symptômes, c'est déjà pour eux très pourvoyeur d'espoir. Oui, c'est énorme. Ouais. Donc, on passe au carnet de bord individuel que je donne, qui est donné aux patients, qui permet l'organisation planifiée, très protocolisée sur 12 semaines du parcours. Et on espère également, on l'est déjà un petit peu pour certaines pathologies, devenir un centre ressources pour des pathologies très spécifiques qui demandent une analyse médicale spécifique, mais aussi des thérapies, des psychothérapies très particulières. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'ambition à moyen et long terme. Quelle est la méthode? On se fonde sur 2 types d'interventions. Des interventions qui sont qualifiées de transdiagnostiques. Transdiagnostique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous les patients du CTB, quelle que soit leur pathologie, que ce soit une dépression, des TOC, une phobie spécifique, tous les patients auront droit à cette offre de soins transdiagnostiques. Et il y a évidemment une offre de soins individualisée qui est sur mesure et qui est spécifique aux troubles en présence. Et justement, par les temps qui courent, est-ce que vous en avez de plus en plus de patients? Disons que la demande n'a pas explosé par les temps qui courent, c'est-à-dire en fonction du contexte épidémique. C'est pas ça. Non. Par contre, on a des réponses, des pathologies entre guillemets en différé, qui ne relèvent pas de la décompensation franche et nécessitent une hospitalisation, etc. Par contre, on constate qu'il y a une aggravation de symptômes d'aménagement de personnalité ou de handicap qui étaient préexistants et qui ont été vraiment mis en relief par cette période de confinement et notamment dans tout ce qui concerne les pathologies liées aux addictions.
à l'alcool, etc. Le confinement a beaucoup favorisé ce refuge vers des molécules, vers des ailleurs qui sont dysfonctionnels, Et qui existaient déjà. et qui étaient préexistants, voilà. et qui du coup là sont mis en évidence et sont mis en relief. Et du coup là, on a des consultations dans ce contexte-là. Voilà. C'est des patients qui se sont également rendus compte de leur isolement affectif, qui, quand ils allaient au travail ou quand il y avait une sociabilisation possible, apparaissaient de façon moindre. Voilà. Entendu. Donc l'offre de soins à la fois transdiagnostique et puis personnalisée. Pendant le parcours de soins sur 12 semaines, le médecin, moi en l'occurrence, je rencontre le patient toutes les 3 semaines et on refait des évaluations. Ces évaluations, elles sont basées sur des échelles qui émanent de protocoles qui sont validés par l'OMS, par la Haute Autorité de Santé. Ce n'est pas des échelles qui viennent de nulle part. Donc c'est des échelles très validées, très standardisées. Le patient passe les échelles à J0 quand il n'a pas encore été intégré dans l'offre de soins, et puis il les repassera 3 semaines plus tard, 6 semaines plus tard, 8 semaines plus tard, etc. Et là, on voit quantitativement l'évolution du patient, ce qui permet de réajuster un traitement, de réorienter, de prescrire plus de psychothérapie, etc. Donc on a une échelle, une évaluation à la fois qualitative et quantitative au fil de l'ensemble de ce suivi. Alors, j'ai énuméré un petit peu quelles sont les pratiques qui se réalisent sur le CTB. Donc, je vous ai dit, il y a des pratiques groupales et des pratiques individuelles. Parmi les approches groupales, on a l'apprentissage de la pleine conscience. On avait la méditation en pleine conscience centrée sur la gestion du stress qui émane des thérapies cognitives et comportementales. On a des groupes de gestion du stress par l'approche sophrologique. On a également de la psychoéducation avec différentes thématiques. On a des thérapies cognitives et comportementales dites de troisième vague, puisqu'il y a plusieurs niveaux dans les TCC. Là, ce sont celles de troisième vague. En gros, c'est la dernière génération de TCC. On pratique l'analyse transactionnelle, la communication non violente, et puis également on travaille sur le craving et les addictions. Les approches individuelles, je vous les ai notifiées, je ne vais pas avoir le temps évidemment de toutes les décrire, mais on pratique par exemple le MDR. C'est passionnant, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on laisse la parole. Donc, effectivement. Voilà pour les approches individuelles, les approches groupales, individuelles, et puis prochainement d'autres techniques, puisque évidemment comme on incorpore des techniques novatrices et validées, d'autres techniques devront être intégrées au fonctionnement et à l'offre de soins du CTB. Le reste du diaporama présentait des choses très formelles qui composent l'équipe pluridisciplinaire, etc., qui sont moins intéressantes. Voilà, en tout cas, pour le centre de thérapie brève. Et c'est certainement en cela que tout cela est innovant. Donc, on en vient à monsieur Axel Letombe, qui est directeur adjoint du centre Orsay-Mangini. Alors, vous, qu'est-ce que vous entendez par l'innovation décloisonnée ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui. Alors, l'innovation décloisonnée, en fait, au niveau de l'association et à travers la direction générale, on a un développement, ce qu'on expliquait juste avant à travers cet exemple de thérapie brève, d'innovation de notre corps de métier à proprement parler. Et on est aussi encouragé, ça revient sur l'histoire aussi de l'Orsac, de s'ouvrir sur l'extérieur. Et c'est un peu l'objectif de ces innovations décloisonnées, c'est-à-dire qu'on a énormément de compétences en interne, on les maîtrise, on les développe, on se remet en question en permanence pour aller plus loin et innover dans la prise en charge. Mais on cherche aussi à avoir des partenaires extérieurs, justement pour aller chercher d'autres ressources, d'autres réseaux. Donc j'ai voulu vous présenter l'innovation en santé décloisonnée à travers ces 3 expériences, donc le simulateur de conduite auto, le parcours en 10 branches, la villa thérapeutique Renaissance, qui sont des projets phares à notre niveau et dans l'Ain. Donc le simulateur de conduite auto, donc je vous mets à chaque fois les partenaires avec qui on travaille et quelle était notre approche. Donc au niveau de l'Orsac, l'objectif d'un simulateur de conduite auto, c'est d'accompagner l'autonomie à travers la conduite automobile, augmenter la capacité aussi d'entraînement du patient sur des exercices et multiplier les différents exercices et limiter les risques de conduite sur neige puisque le territoire d'Hauteville est parfois enneigé. Au niveau de la sécurité routière, on a aussi une accidentologie des personnes âgées et une reprise de la conduite auto des personnes en situation de handicap. C'est un vrai sujet. Et aussi, on a pu le voir d'ailleurs dans le progrès, pas mal d'accidents cet été dans l'Ain. Donc voilà, il y a un vrai travail de partenariat là-dessus.
Il y a un financement, un appel à projet des accidentés de la route qui a été mis en place au niveau des ministères et de l'ARS. Et l'Orsac a également contribué pour pouvoir faire l'acquisition de cet équipement. Donc on a pu acquérir sur ce début d'année. Il y a le réseau Résaxel, donc des cérébrolésés qui fait des protocoles de rééducation. Et à travers cet équipement, on va un peu plus loin dans la protocolisation. Et on est en train de travailler l'ouverture d'actions de prévention à la santé auprès d'un public senior. C'est un travail qu'on a engagé avec la sécurité routière. Et le 7 octobre au matin, on sera auprès d'eux dans leurs actions de sensibilisation. Le parcours en 10 branches, c'est à notre niveau de développer des activités de réinsertion. Madame Lebrun le disait tout à l'heure, le but du jeu, pour nous qui rééduquons les personnes, c'est aussi de les amener sur l'extérieur et aussi de pouvoir retranscrire ça sur l'extérieur. Et notre action n'a de sens que si on permet aux gens de se réinsérer. Le développement du sport santé, je ne reviens pas là-dessus, c'est une thématique sur laquelle il y a beaucoup de communication. Et le développement de l'estime de soi, parce qu'une personne en situation de handicap qui se retrouve à 5-6 mètres d'altitude, là où des valides n'arrivent pas à y aller, vous imaginez bien qu'il y a une estime de soi qui est valorisée. Le parcours aventure du budget, chercher aussi des petites actions d'innovation et de communication positive de leur site, puisqu'ils étaient un parcours accrobranche comme n'importe lesquels, on va dire. Et du coup, ça leur a permis aussi d'avoir une communication un peu plus dynamique. J'avance un pibieux, je vous mets une petite... C'est une toute première d'ailleurs. Alors c'est la oui. seule en France actuellement. Alors peut-être en Europe, mais je ne traduis pas toutes les langues européennes. C'est vrai que c'est important de le souligner quand même. Mais effectivement, c'est dans l'Ain qu'on a cet équipement, une première nationale, avec des partenaires, vous voyez bien, au niveau départemental de l'accessibilité qui nous ont aussi beaucoup accompagnés. Nous, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des séances de rééducation hebdomadaire entre mai et septembre, globalement, parce qu'après, il fait relativement froid. On a donc le parcours Acrobranche à déléguer et à dédier un salarié en période estivale, c'est-à-dire que le pari aujourd'hui, c'était de se dire... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être rentable? Il y a cet objectif-là à leur niveau. Ils en sont arrivés à avoir vraiment un salarié dédié sur cette activité, tellement ça marche bien avec les IEM, les IME et toutes les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, il y a un benchmark d'autres parcours Acrobranche qui se fait à leur niveau pour essayer de développer ça du coup et d'en avoir d'autres sur le territoire national. Bon, vous voyez, il n'a pas l'air en souffrance, il se sent un peu... je crois qu'il est heureux là. Ce qu'on expliquait effectivement en termes d'estime de soi, quand vous allez sur un parcours Acrobranche ou en 10 branches, du coup, c'est facile demain d'aller chercher votre pain au bout de la rue. Vous avez réussi cet exploit-là, donc vous pouvez aller chercher votre pain ou aller faire vos courses. Autre projet innovant, c'est la Villa thérapeutique Renaissance. De notre côté, on cherchait à pouvoir, toujours dans cette recherche de réinsertion, de permettre aux personnes en situation de handicap et leurs proches, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est aussi important de souligner cette préparation au retour à domicile. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est pas simple d'accueillir quelqu'un en situation de handicap à son domicile. Et ça se prépare, ça se travaille avec les équipes, l'équipe médicale et l'équipe de rééducation. Donc on permet ça, permettre les séjours de répit aussi, c'est pas aussi un vilain mot de se dire on a besoin de souffler quand on est aidant familial et c'est important de pouvoir le faire et à travers cet établissement et cette villa, on permet ces séjours de répit et puis de comprendre les problématiques des artisans parce que dans notre monde de la santé on est hyper exigeant, sauf qu'on n'a pas forcément le pratico-pratique de l'artisan demain qui a aussi les délais de chantier à respecter et ses propres exigences. Donc il a fallu aussi qu'on s'ouvre là-dessus. Au niveau de la CAPEB et de la CNATP, c'est la communication sur le label Handibat. Donc ils ont développé ce label Handibat et réalisent aujourd'hui des formations autour de cette villa. Donc j'ai mis en route la vidéo pour que vous puissiez voir. Il y a des parcours de fauteuils roulants avec des pentes et différents de revêtements et la villa qui est en arrière. Et puis de performer la réglementation sur l'accessibilité, parce que l'accessibilité c'est une loi, mais on cherche aussi à aller plus loin autour de cette innovation. Donc voilà, j'ai mis quelques photos donc de nombreux acteurs financiers. Je crois qu'on est entre 50 et 70 acteurs financiers. Donc ça a vraiment été un gros projet conséquent à mener. Et on a une vraie adhésion des artisans et des ergothérapeutes qui travaillent ensemble
Avec les architectes également. On voit bien à quel point vous encouragez l'ouverture sur l'extérieur et que l'innovation au service de la santé n'est pas un vain mot dans l'un. Je vous remercie pour ces explications très claires dans un domaine qu'on ne connaît pas toujours très bien. Donc vraiment, sincèrement, merci beaucoup. Merci à vous.